Si vous aimez les films d'horreur, vous connaissez la série Scream ou Frisson au Québec. Mais saviez-vous que Ghostface est inspiré d'un véritable tueur en série américain? I am calling the police. They never make it in time. Allô tout le monde, c'est Simone pour Billy et ce que vous apprêtez à écouter, ce n'est pas un tutoriel beauté, alors continuez le visionnement à vos risques et périls. Sorti en 1996, le premier film Scream est devenu un classique instantané, tant pour les fans de films d'horreur que tout le monde. Dans la culture populaire, on entendait vraiment beaucoup parler et encore aujourd'hui, c'est vraiment le tueur, une image que tout le monde reconnaît. Peu de gens savent par contre que le scénariste de Scream, Kevin Williamson, a été fortement inspiré par un véritable cas survenu en Floride dans les années 90. Je vais commencer par faire un petit résumé du film Scream le premier. Donc, l'histoire de Scream se déroule dans la ville fictive de Woodsboro. On suit Sidney Prescott, qui, la veille du premier anniversaire de la mort de sa mère, apprend que 2 de ses camarades de classe ont été assassinés. Puis là, parce que Sidney a peur que ces nouveaux meurtres-là soient en lien avec le meurtre de sa mère, elle décide d'aller passer la première nuit chez une amie, mais pendant qu'elle est en train de préparer son sac, elle aussi se fait attaquer par Ghostface. Ghostface, le tueur dans Scream, est inspiré par Danny Harold Rowling, qu'on surnomme l'éventreur de Gainesville. Là, non. Danny Rowling, il portait pas un masque qui fait peur, il n'y avait pas une genre de cape noire, il appelait pas le monde pour leur demander c'est quoi leur film préféré, mais c'est un véritable tueur en série qui s'attaquait à des étudiantes sur un campus universitaire. Donc maintenant, rentrons dans la réalité. On est au mois d'août, en 1990, dans la ville universitaire de Gainesville, en Floride. C'est la fin de l'été, donc il y a plein d'étudiants à la University of Florida qui se trouvent à Gainesville, qui s'installent tranquillement dans leur dortoir ou leur résidence universitaire. C'est le cas de Sonia Jane Larson et Christina P. Powell, qui sont 2 étudiantes de 17 ans. Les 2 jeunes femmes s'étaient rencontrées pendant l'été, puis avaient décidé d'habiter ensemble pour leur session universitaire d'automne. Mais là, il n'y avait plus de place dans le dortoir de l'université officielle, donc Sonia et Christina se sont trouvés un petit appartement pas loin de l'université, ils pouvaient y aller à pied. Les 2 filles ont emménagé dans leur appartement vendredi, le 24 août 1990. Le samedi, les parents de Christina se sont pointés à leur appartement parce qu'ils voulaient aider leur fille. Ils amenaient des items, des petits meubles, des trucs comme ça. Mais ils ont dû rebrousser chemin quand personne n'a répondu à la porte. Inquiets, rendus chez eux, les parents de Christina ont décidé d'appeler la sécurité de l'appartement où les 2 filles habitaient pour mentionner le fait qu'il n'y avait pas de nouvelles de leur fille depuis quelques jours maintenant. Donc, le gardien de sécurité a appelé la police parce que selon la loi, tu peux pas comme rentrer chez quelqu'un sans avoir la police avec toi. Et ensemble, ils sont rentrés dans l'appartement de Christina et Sonia. Et c'est là qu'ils ont trouvé, malheureusement, le corps de Sonia assassinée dans sa chambre à l'étage et le corps de Christina, elle aussi, assassinée sur le divan au rez-de-chaussée. Les 2 jeunes femmes avaient été poignardées et agressées sexuellement. La porte de leur appartement avait été forcée par un tournevis et les 2 avaient été attachées avec du duct tape. Les policiers pensent que Christina dormait quand l'intrus est rentré chez eux parce que vu qu'elle était sur le divan, ça aurait été la première victime, mais Sonia présentait des blessures comme quoi elle s'était défendue. Donc elle se serait réveillée pendant l'attaque. Les habitants de Gainesville n'ont même pas eu le temps de réagir à cette première tragédie-là parce que le tueur a tout de suite récidivé. Le samedi 25 août, il y a une autre victime qui a été retrouvée. Krista Hoyt avait 18 ans. Elle aussi était étudiante à Gainesville, mais elle n'allait pas à la University of Florida. Elle allait au Santa Fe Community College, qui était dans la même ville. Elle étudiait pour devenir policière et en même temps, elle travaillait à temps partiel au poste de police. Samedi, le 25 août, Krista était supposée travailler justement et elle ne s'est jamais présentée. Donc, les policiers sont allés voir chez elle. Donc, quelques heures seulement après que Sonia et Christina ont été retrouvées, le corps de Krista a été retrouvé dans son appartement. La porte avait été forcée par un tournevis. Elle avait été attachée par du duct tape. Elle avait été poignardée elle aussi, agressée sexuellement elle aussi. Mais encore pire, cette fois-là, le tueur avait décapité Krista. Rendu le lundi 27 août, la rumeur avait fait le tour des 2 campus à Gainesville. Tout le monde savait qu'est-ce qui s'était passé et tout le monde capotait. I'm terrified. I couldn't sleep last night. It's really scary. Il y a plusieurs étudiants qui voulaient annuler leur session, qui demandaient de repousser les cours, qui retournaient chez leurs parents. Tout le monde avait vraiment trop peur pour rester sur le campus. Le mardi, 2 autres victimes ont été retrouvées.
Tracy Paulis et Manny Taboada étaient deux étudiants, eux aussi, de la University of Florida. Ils étaient âgés de 23 ans et ils habitaient ensemble dans un petit appartement pas très loin du campus. Ils ont été assassinés dans la nuit du 27 août. Dans le fond, l'intrus est rentré dans l'appartement en roulement de tambour, en forçant la porte patio avec un tournevis. Il a d'abord assassiné Manny qui dormait dans sa chambre. Manny s'est réveillé, les deux hommes se sont battus, mais éventuellement, l'intrus a dominé Manny et l'a tué. Tracy, en entendant toute la commotion, elle s'est barricadée dans sa chambre, mais le tueur a réussi à rentrer dans sa chambre. Il l'a attachée avec du duct tape, l'a agressée sexuellement et l'a, elle aussi, poignardée. Donc là, on a 5 meurtres en quelques jours seulement. Toute la ville de Gainesville est sans dessus-dessous. Tout le monde capote bien raide. Bien sûr, il y avait beaucoup de pression sur la police. Donc, ils se sont mis à chercher un suspect et rapidement, ils pensaient avoir trouvé leur homme en Edward Humphrey, un jeune homme de 19 ans. Edward, c'était comme un suspect facile. Physiquement, il avait de l'air d'un tueur. Il avait comme le visage couvert de cicatrices parce qu'il avait été dans un accident de voiture quelques années plus tôt. Il avait des problèmes de santé mentale. Il avait été souvent arrêté pour des petits vols ou de la violence. Et le 30 août, il a attaqué sa grand-mère. On ne sait pas exactement la gravité de l'attaque, mais il était déjà sur le radar des policiers, donc les policiers en ont profité pour l'arrêter et le questionner sur les meurtres. Ils n'ont absolument rien trouvé en fouillant la maison de Edward et, même pire, il y avait un échantillon de sang du tueur qui avait été trouvé sur une des scènes de crime et ça ne concordait pas avec le sang de Edward, mais ils se sont dit quand même c'est notre suspect numéro 1 et comme par hasard, les meurtres ont cessé une fois qu'Edward a été arrêté. Tranquillement, pas vite, la vie a repris son cours à Gainesville, mais parce que c'était un gros cas, 5 étudiants assassinés en si peu de temps, ça faisait beaucoup jaser et il y a un poste de police en Louisiane qui a entendu parler de ce qui s'était passé à Gainesville puis qui ont dit comme « Oh, nous ici, on a un cas qui ressemble ». En Louisiane, il y avait eu un triple homicide en novembre 1989 dans la ville de Shreveport. Et ce triple homicide-là n'avait jamais été résolu. Le 4 novembre 1989, William Grissom, un homme âgé de 55 ans, était chez lui avec sa fille Julie et son petit-fils de 8 ans seulement, Sean. La petite famille préparait tranquillement le souper quand un intrus s'est immiscé chez eux en forçant la porte avec, tous ensemble, un tournevis. Il a attaché tout le monde avec du duct tape et a poignardé toute la petite famille, ne laissant aucun survivant derrière lui. Heureusement pour la police, il avait été capable de récupérer un échantillon de sang du tueur à Shreveport, en Louisiane, et celui-ci concordait avec l'échantillon trouvé sur une des scènes de crime à Gainesville. C'est là qu'ils ont réalisé qu'il y avait affaire avec un tueur en série qui pouvait frapper n'importe où, n'importe quand et sur un nombre de personnes toujours plus élevé. Pas mal en même temps, il y a une femme du nom de Cindy Jurassic qui a appelé les policiers de Gainesville en leur disant qu'elle avait une information très importante à leur donner. Cindy venait de Shreveport, en Louisiane, et quelques mois plus tôt, elle avait rencontré un homme à l'église. Cindy et son mari, Steven, ils avaient trouvé cet homme-là un peu étrange, mais ils l'ont comme pris par pitié, puis ils l'ont invité à souper chez eux quelques fois. Jusqu'au jour où Steven a dit à Cindy « OK, on peut plus jamais inviter cet homme-là à la maison. » Cindy est comme « Pourquoi? » Et son mari de lui répondre « Il vient de m'avouer qu'il y a un problème, il n'est pas capable d'arrêter de poignarder des gens. » Donc en effet, ils ont coupé les ponts. Et quand Cindy a entendu parler des meurtres de Gainesville, elle a tout de suite pensé à cet homme-là qu'elle avait rencontré à Shreveport et cet homme s'appelait Danny Harold Rolling. La police de Floride a pris cette information-là très au sérieux et tout de suite, ils sont partis à la recherche de Danny Rolling. Heureusement pour eux, il avait déjà été arrêté. Dans le fond, Danny avait été arrêté parce qu'il avait dévalisé une petite épicerie dans la ville de Ocala, pas très loin de Gainesville, le 7 septembre, donc quelques jours après les meurtres de Gainesville. Après avoir reçu les informations de Cindy, les policiers ont testé le sang de Danny Rolling et comme de fait, ça concordait avec les échantillons qui avaient été retrouvés sur la scène de crime de Gainesville. À ce moment-là, les policiers ont aussi réalisé qu'un vol de banque avait été commis le jour où le corps de Christina Hoyt a été retrouvé. Un témoin avait guidé la police jusqu'à un campement en forêt où les policiers avaient trouvé du duct tape, un tournevis, aussi des cassettes enregistrées, mais à ce moment-là, il avait dû laisser ça sur la glace parce qu'il y avait comme 5 meurtres en cours dans la ville. Une fois que Danny Rolling était arrêté, ils ont repensé à ce vol-là
Et ils sont retournés voir dans les objets qu'ils avaient trouvés dans le campement. Et en effet, le tournevis qu'ils avaient retrouvé concordait avec les marques sur les portes de toutes les victimes à Gainesville. Et sur les cassettes qui ont été retrouvées dans le campement, en fait, c'était Danny qui chantait des chansons. Il croyait qu'il chantait bien, il pensait qu'il était genre un musicien country. Et il avait aussi enregistré un genre de journal intime audio dans lequel il parlait des crimes. Donc, qui est Danny Rolling? Danny est né le 26 mai 1954 à Shreveport, en Louisiane, et il a eu une enfance très difficile, ce qui excuse en rien ce qu'il a fait plus tard. Mais son père, James Rolling, qui était un policier, était extrêmement violent envers Danny, mais aussi envers son frère et sa mère, Claudia. Claudia a essayé à maintes reprises de se sortir de son mariage violent, mais sans succès. Pour tenter de se sortir de sa vie familiale toxique, Danny s'est brièvement enrôlé dans l'armée de l'air, mais il a été renvoyé parce qu'il avait des problèmes de consommation de drogue et d'alcool. Après ça, Danny est retourné dans sa ville natale, où il a été brièvement marié, mais après même pas 3 ans de mariage, il s'est divorcé parce que sa femme a dit qu'il avait essayé de l'assassiner. Après son divorce, Danny s'est fait arrêter plein de fois, soit pour des petits vols de banque, des vols d'épicerie, ou des fois parce qu'il se faisait prendre en train d'espionner des femmes chez elle. Chaque fois qu'il se faisait arrêter, chaque fois qu'il faisait de la prison, après, il retournait chez ses parents. Tout ça a culminé jusqu'au meurtre de la famille Grissom en novembre 1989. Et après, en mai 1990, Danny s'est chicané avec son père et la chicane est devenue violente jusqu'à ce que Danny sorte un fusil, tire son père 2 fois dans la tête et se sauve vers Gainesville. Le père de Danny a survécu malgré le fait qu'il a perdu un œil et une oreille. Et Danny, lui, en se sauvant vers Gainesville, il s'est dit qu'il allait avoir une nouvelle identité. Il voulait changer son nom pour Michael Kennedy Jr. et refaire sa vie. Mais clairement, ça n'a pas fonctionné. Son état était de pire en pire et il campait dans les bois. Et on sait qu'éventuellement, il a tué 5 étudiants. Malgré toutes les preuves contre lui, Danny Rolling a décidé de plaider non coupable dans sa déposition en novembre 1991. Une fois en prison, Danny s'est comme lié d'amitié avec un autre criminel qui s'appelait Bobby Lewis. Même s'il voulait rien dire aux policiers, Danny s'est mis à se confier à Bobby. Donc c'est comme Bobby qui a fait la confession de Danny pour lui. Il écrivait des lettres à la police, puis quand il y avait des entrevues avec la police, Bobby était là pour dire « Ah, il s'est passé ça, puis ça, puis ça », parce que Danny lui disait quoi dire dans son oreille. Il voulait pas parler à la police, mais il voulait parler à Bobby. C'est comme ça, via Bobby, qu'on a appris beaucoup de détails à propos des crimes, comme le fait que Krista Hoyt, dans le fond, Danny pensait qu'il avait oublié son porte-monnaie sur la scène du crime. Il est parti, il est revenu chercher son porte-monnaie, puis c'est à ce moment-là qu'il a décidé, après le fait, de décapiter sa victime. Danny a essayé de blâmer ses crimes sur un trouble de la personnalité multiple. Il disait qu'il y avait le gentil Danny, le méchant Inad, qui est Danny à l'envers, et le diabolique Gemini, que c'était lui qui tuait des gens. Mais malheureusement pour Danny, les policiers se sont rendus compte que ça, c'est exactement le synopsis de l'Exorciste 3. Qui jouait en prison quand Danny était là. En prison, Danny a aussi commencé une relation amoureuse épistolaire avec une auteure de true crime qui s'appelle Sandra London. Et ensemble, ils ont écrit un livre sur les meurtres, mais la version des faits de Danny. Et dans le fond, Danny disait qu'il voulait devenir une célébrité. Il voulait devenir aussi connu que Ted Bundy. Finalement, après plusieurs années, le procès de Danny Rolling a finalement eu lieu en février 1994. Et contre toute attente, il a décidé de plaider coupable. Il fallait quand même avoir un procès parce que un cas de meurtre multiple comme ça pouvait se rendre jusqu'à la peine de mort. Et en effet, c'est ce que le jury a conseillé. Finalement, le 25 octobre 1996, Danny Harold Rolling a été exécuté par injection. Entre-temps, quand il était en prison mais qui attendait sa peine de mort, Danny a finalement avoué que c'était lui qui avait tué la famille Grissom, ce qu'il refusait de faire jusqu'à ce moment-là. Donc, Kevin Williamson, qui est le scénariste de Scream, quand il était plus jeune, dans les années 90, il était tout seul chez lui, puis il est tombé sur un documentaire à propos de Danny Rolling qui était animé par la journaliste Barbara Walters. C'est Barbara Walters, dans le fond, qui a inspiré le personnage de Gil Weathers, qui est joué par Courtney Cox dans les films. Après avoir écouté le documentaire, il avait vraiment peur, il était tout seul dans la maison, puis il a entendu comme un bruit dans la cuisine, puis là, il est allé chercher un couteau, puis là, il cherchait dans la maison voir s'il y avait quelque chose, puis il a trouvé une fenêtre ouverte, puis là, il se rappelait pas avoir ouvert une fenêtre, puis là, il capotait, puis c'est là qu'il a eu l'idée pour Scream. Donc, au départ, il voulait faire quelque chose sur une petite ville, un campus universitaire, ça a quand même changé. Dans le film, c'est des étudiants
au secondaire, mais dans le 2, c'est l'université, donc il a quand même pu réaliser sa vision avec le deuxième film. Et voilà, le maquillage final. Danny Rowling n'a jamais obtenu le niveau de célébrité qu'il voulait, mais la ville de Gainesville va jamais oublier ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à l'Université de Floride, il y a encore des plaques qui commémorent la vie des 5 victimes. Un rappel pour toujours des vies perdues en août 1990. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Billy pour rien manquer. Laissez-nous savoir dans les commentaires de quelle histoire creepy vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. N'oubliez pas de jamais aller à Gainesville en Floride. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye!